Au Bénin, l'ancien président de la République, Nicéphore Soglo, a reçu à son domicile Olusegun Obasanjo, ancien chef d'État nigérian. Au menu des échanges, l'intégration africaine. Peut-être la rupture au sein de la coalition au pouvoir en RDC. Le parti de Félix Tshisekedi vient de suspendre les discussions avec la formation de Joseph Kabila. À l'origine de cette brouille, un incident que déplore le pouvoir. Et puis, au Mali, l'armée change de stratégie dans la lutte contre le terrorisme. Elle décide de regrouper ses unités isolées. Le nombre de soldats tués par les djihadistes en un mois devient inquiétant. Voilà donc pour les titres de ce journal. Merci de préférer Sika TV pour vous informer. Et nous démarrons par le Bénin, où l'ancien chef d'État nigérien, Olusegun Obasanjo, était ce lundi au domicile de Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président de la République. Sujet majeur au cours des discussions, le développement du continent, en l'occurrence la question de l'intégration et aussi la question de la fermeture des frontières entre les deux États. Plus de précisions dans ce reportage. Au domicile de son homologue béninois, l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo ne sera pas reçu par Nicéphore Soglo tout seul, mais entouré. À ses côtés, certaines figures des forces dites de la résistance à Patrice Talon. Une mobilisation faite à dessein. Vous savez le rôle majeur qu'a joué le président Obasanjo dans la crise que notre pays a traversée. Au nom du peuple béninois, je tiens publiquement ici à lui manifester notre reconnaissance. Crise au menu de l'agenda de l'hôte, mais aussi et surtout l'épineuse question d'intégration régionale. Quand on produit, mettons, du cacao, le chocolat, on le reçoit d'Europe, du Moyen-Orient, est-ce que c'est normal? Quand on a, mettons, du coton, ce que nous portons là vient de l'étranger. Et on peut multiplier les exemples. Eux, ils ont le pétrole. On envoie les hydrocarbures et on reçoit, mettons, l'essence. C'est normal? Non. Alors, il faut mettre un terme au pacte colonial. Et pour mettre un terme au pacte colonial, il faut avoir un marché. Et ce marché, c'est le Nigeria qui est la locomotive. Une locomotive qui, pour l'ancien chef d'État nigérien, ne sera effective que dans une synergie d'action. Comme mon aîné vient de le mentionner, il nous faut aller de l'avant. Et on ne peut pas se passer du Nigeria. Mieux, sur le continent africain, on ne peut plus faire grand-chose aujourd'hui sans le Nigeria. C'est dire toute l'importance de ce pays. Mais ceci dit, tout seul, le Nigeria ne sera point cette locomotive. Il nous faut des actions concertées, une conjugaison des efforts. What will be the locomotive? À la question de savoir les efforts personnellement consentis pour une réouverture de la frontière nigériane, l'ancien président nigérian a préféré parler en parabole. In my part of the world, partout ailleurs au monde, lorsque par malheur, dans vos balades, vous vous retrouvez avec une épine dans la plante des pieds, ce n'est pas à celui qui détient l'objet qui peut aider à vous la soustraire, de venir à vous. Mais c'est à vous d'aller vers lui. Un appel en somme à un sursaut d'orgueil. Pour l'Afrique et son rêve d'émergence, les deux anciens chefs d'État inviteront à ne pas désespérer et à travailler ensemble au-delà des clivages. Il y aura des élections législatives et municipales au Cameroun. Ce sera le 9 février 2020. L'annonce a été faite alors que le pays est confronté à une grave crise au sein du pays, également dans les zones anglophones, qui font face également aux attaques djihadistes de Boko Haram. La présidence camerounaise a annoncé la tenue de ces scrutins les premiers en 7 ans dans un décret publié ce dimanche. Élu en 2013, le Parlement camerounais n'a pas été renouvelé en 2018, le président Paul Biya ayant décidé de proroger le mandat des élus dans un pays ébranlé par des questions sécuritaires. Si l'élection présidentielle s'est bien déroulée en 2018 et a conduit à la réélection du président Paul Biya, la participation avait chuté dans les régions anglophones où le conflit entre
indépendantistes et forces armées a fait 3000 morts depuis 2 ans, selon des ONG. Elle a ainsi atteint 5% dans le nord-ouest, soit près de 10 fois moins que dans l'ensemble du pays. En outre, la réélection de Biya au pouvoir depuis désormais 37 ans a déclenché une grave crise politique au Cameroun. Le candidat arrivé deuxième, Maurice Kamto, a contesté le résultat et évoquait un hold-up électoral lors de marches organisées par son parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC. Ces manifestations pacifiques avaient conduit à son emprisonnement en janvier. Depuis sa sortie de prison début octobre, Maurice Kamto a tenté à 3 reprises de tenir des meetings publics sans obtenir l'autorisation des autorités. Jeudi dernier, il s'est cependant rendu en silence à Bafoussam, ville de l'Ouest où 43 personnes sont mortes dans un éboulement fin octobre. Dans cette région dont il est originaire, il a été acclamé par la foule. Contacté, le secrétaire général du MRC a affirmé que le parti avait besoin de temps pour réfléchir avant de donner sa position sur les élections. Autre information à présent, ça ne va pas au sein de la coalition au pouvoir en République démocratique du Congo. À l'origine, un incident que n'a pas apprécié Félix Tshisekedi, l'actuel président de la République. La coalition réunit les forces du président Tshisekedi et celles de son prédécesseur Joseph Kabila. Le responsable du parti de Félix Tshisekedi et de sa coalition CAP pour le changement CASH, Jean-Marc Kabund, a annoncé l'arrêt de toute discussion avec le Front commun pour le Congo FCC pro-Kabila. Vice-président de l'Assemblée nationale, Kabund accuse des individus d'avoir brûlé une affiche de Tshisekedi à Kolwezi dans le sud-est sur la base d'une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Dans son tweet, il juge inacceptable que l'affiche ait été brûlée au nez et à la barbe des responsables de l'ANR, le service des renseignements et de la police. Par conséquent, nous avons arrêté toute discussion avec le FCC jusqu'à ce que les responsabilités soient établies, ajoute-t-il. Le gouverneur pro-Kabila de la province a affirmé que des portraits de Kabila ont également été déchirés. Il a qualifié ces atteintes aux effigies de Tshisekedi et Kabila de coups de folie qui doit s'arrêter tout de suite puisqu'à Kolwezi, nous avons besoin de la paix. Il ne faut pas jouer avec le feu, a-t-il ajouté dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Il a agité le spectre des violences communautaires qui ont déchiré le Katanga au début des années 90 et qui avaient divisé les Luba, la communauté d'origine du président Tshisekedi. Le FCC condamne les actes répréhensibles de ces dernières 72 heures posés par les militants des différents bords, a également déclaré son porte-parole. L'investiture comme président de l'Est opposant Tshisekedi le 24 janvier dernier a marqué la première transition pacifique dans l'histoire du Congo. Son prédécesseur conserve une vaste majorité au Parlement, le poste de Premier ministre, les 2/3 des ministères au sein du gouvernement et la majorité des postes de gouverneur dans les 26 provinces. On reste toujours en République démocratique du Congo pour évoquer cette nouvelle en plus bref où la radio Loemba, engagée dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola dans l'est du pays, a annoncé ce lundi qu'elle cessait d'émettre par peur de représailles, ayant déjà coûté la vie à l'un de ses journalistes. Le 2 novembre dernier, un animateur de la radio avait donc été tué dans sa maison par des inconnus. Son épouse a été blessée et sa maison incendiée par les mêmes agresseurs. Le directeur de la radio, lui, a donc affirmé avoir déjà échappé à 2 tentatives d'enlèvement. La direction de la radio regrette donc l'inaction des autorités et compte reprendre ses activités après la restauration de l'autorité de l'État dans la zone. En Tunisie, à présent, le parti d'inspiration islamiste Ennahda a proposé son chef historique Rached Ghannouchi au poste du président du Parlement. L'annonce a été donc faite au cours d'une conférence de presse par Abdelkarim Harouni, le chef du conseil de la Choura, l'organe consultatif du parti. Arrivé en tête des législatives tunisiennes, le parti d'inspiration islamiste Ennahda a indiqué ce dimanche qu'il proposait son chef historique, Rached Ghannouchi, pour le poste de président du Parlement et répétait vouloir un Premier ministre issu du mouvement. Le parti Ennahda n'a en revanche toujours pas indiqué à quelle personnalité il souhaitait voir confier la tâche de former un nouveau gouvernement. Il a pour cela jusqu'à vendredi prochain. Devant la presse, Abdelkarim Harouni
Le chef du conseil de la Choura, l'organe consultatif du parti, a affirmé que le nom de Rachid Ghannouchi avait été précédemment suggéré par le conseil de la Choura pour tenir ce rôle. Mais il a finalement été décidé de donner la priorité au gouvernement. Début novembre, Ennahda a dévoilé un programme qu'il souhaite faire signer, après concertation, par toutes les composantes du futur gouvernement. Ce programme se concentre sur la lutte contre la corruption et la pauvreté, le renforcement de la sécurité, le développement de l'éducation et des services publics, ou encore l'augmentation des investissements. Ennahda devra composer avec 5 ou 6 formations pour obtenir une majorité soutenant le tout nouveau gouvernement. Cette formation a exclu des négociations avec le parti Calme Tounes, arrivé deuxième des législatives avec 38 sièges et présidé par l'homme des médias controversé Nabil Karoui, et le parti d'Estouriens libres de l'avocate anti-islamiste Abir Mossi, qui compte 17 sièges. À noter que le nouveau Parlement doit tenir sa première session plénière mercredi prochain. En Égypte, à présent, le canal de Suez fête ses 50 années d'existence. À cette occasion, l'amiral Oussama Arabi, président de l'autorité égyptienne du canal de Suez, a, lors d'un entretien, assuré que cette voie navigable de 193 km de long qui relie la Méditerranée à la mer Rouge est devenue l'essentiel pour l'Égypte et d'autres pays. Le canal de Suez avait une profondeur de 45 à 50 pieds et après l'agrandissement, il a atteint 66 pieds, ce qui a attiré les gros transporteurs de cargo à passer par le canal de Suez, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Il fallait 22 heures pour traverser l'ancien canal de Suez du nord au sud et maintenant les bateaux prennent la moitié du temps et le font en juste 11 heures. Nous connaissons l'importance du canal de Suez pour nous et pour le monde et nous ne pourrions pas le laisser sans une grande protection et un plan mis en œuvre par les forces armées. Les opérations terroristes dans le Sinaï n'ont eu aucun effet sur le canal de Suez, même pendant la révolution de 2011. Pendant cette période, aucun incident ayant affecté le canal n'a été rapporté. Direction le Mali à présent, où l'armée veut limiter la perte de ses soldats dans les attaques djihadistes. Le haut commandement a décidé de regrouper ces unités isolées et exposées aux attaques. Le 1er novembre dernier, plus de 40 soldats ont perdu la vie dans un assaut des terroristes. L'armée malienne a annoncé se replier de ses positions isolées exposées aux attaques djihadistes près de la frontière du Niger et du Burkina Faso pour se regrouper sur des places plus fortes après 2 assauts très meurtriers. Cette décision a déjà été appliquée à 3 postes et d'autres vont suivre, a indiqué l'armée sur son site internet. Indeliman, dans l'est du pays, a essuyé le 1er novembre une attaque qui a coûté la vie à 49 soldats, selon les autorités. Un mois plus tôt, une quarantaine d'hommes au moins ont été tués dans un double assaut contre les positions militaires à Boulkessi et à Mondoro, près de la frontière du Burkina. Ce sont les pertes les plus lourdes essuyées par l'armée malienne depuis plusieurs années. La dégradation de la situation sécuritaire dans le pays et la dureté des revers subis ont renforcé les interrogations sur la faculté de l'armée à faire face aux agissements djihadistes. Le président Ibrahim Boubacar Keïta avait indiqué avoir ordonné l'élaboration d'un nouveau concept opérationnel. Dans un souci de reconsidérer notre posture opérationnelle sur le terrain, les unités isolées vont être regroupées en points d'appui et centres de résistance, a dit l'armée. Cette décision s'inscrit dans l'exécution d'un nouveau concept d'opération qui vise à mieux adapter la stratégie à la menace des terroristes et autres narcotrafiquants. Il n'est nullement question d'abandonner les populations, a rassuré l'armée. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin ce journal. Merci de votre attention. Restez fidèles au programme de votre télévision Sika TV. Au revoir.